L'histoire de Bitrus est l'une des rares à bien se terminer. Bitrus a retrouvé sa femme dans l'un des nombreux camps de déplacés de Maïdougouri, heureux qu'elle ait survécu à Boko Haram. Plusieurs mois plus tard, ils vivent toujours avec leurs jumelles dans ce camp et il reste hors de question pour eux de retourner chez eux à Baga, à l'extrême nord du Nigeria. Si aucune mesure n'est prise, comment je peux rentrer? Pourquoi me jeter dans la gueule du loup? C'est seulement une fois que Baga sera sécurisé et que tout sera rentré dans l'ordre qu'on pourra y retourner. Maisons brûlées et pillées, bétail volé, les déplacés de Boko Haram ont tout laissé derrière eux pour se réfugier à Maïdougouri. Dans ce camp, certains sont passés dans leur village récemment dans l'espoir de s'y réinstaller. Ils sont revenus en découvrant l'étendue des dégâts et de l'insécurité. Boko Haram est dans mon village. Les habitants ont fui, mon enfant a fui mais mon mari a été tué. Si on rentre et les insurgés sont partout, comment allons-nous faire? Notre village est envahi par Boko Haram. Le président nigérian a assuré que Boko Haram était techniquement vaincu, mais de nombreux territoires sont encore à la merci des insurgés. La reconquête par l'armée risque encore d'être longue, retardant la reconstruction des villes et villages assiégés. Pour de nombreux déplacés, la seule solution est de rester dans les camps. Ils ne veulent pas rentrer chez eux. La raison pour laquelle ils ne veulent pas rentrer chez eux, c'est que leur maison a été brûlée. Ils n'ont rien, certains sont partis, puis revenus faute de nourriture. Ils doivent se résoudre à revenir au camp. L'insurrection de Boko Haram a fait au moins 17 000 morts et plus de 2 600 000 déplacés. Selon un comité mis en place par le gouvernement, à court terme, 1 milliard de dollars serait nécessaire pour réhabiliter le nord-est du Nigeria. Un véritable défi pour le pays, au moment où les caisses de l'État sont vides à cause de la chute des cours mondiaux du pétrole. Plusieurs milliers de travailleurs ont manifesté lundi au Nigeria contre la hausse de 45% du prix de l'électricité, une mesure qu'ils qualifient d'anti-pauvre. Organisée par les deux principales organisations syndicales du pays, cette manifestation est la première du genre depuis l'arrivée au pouvoir du président Muhammadu Buhari l'année dernière. Notre demande en tant que travailleurs nigériens n'est que si vous augmentez les prix de l'électricité. Le salaire des travailleurs doit aussi augmenter. Nous sommes les travailleurs les moins payés au monde. Le moins on nous paie et le plus on nous taxe. Vous augmentez les tarifs sans avertir les travailleurs. Ça nous affecte et ça affecte notre famille. Une manifestation similaire a été organisée à Lagos, la capitale du pays. Ayuba Waba, président du Congrès nigérien du travail, un des deux syndicats à l'initiative du mouvement, se dit être déçu par la Commission nationale de régulation de l'électricité. Tout d'abord, je peux dire que c'est clairement illégal. Pourquoi? Parce que le problème est même devant le tribunal. Le tribunal a émis un avis pour que l'agence de régulation n'augmente pas les tarifs. Cette hausse du prix de l'électricité tombe en pleine crise économique. La première puissance pétrolière du continent est touchée de plein fouet par la chute des cours mondiaux de l'or noir. Le parquet du tribunal militaire de Ouagadougou a assuré ce lundi, dans une conférence de presse, ne subir aucune pression pour lever le mandat d'arrêt lancé contre Guillaume Soro. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne serait impliqué dans le coup d'État manqué du 17 septembre contre le gouvernement de transition au Burkina Faso. On a une convention bilatérale avec la Côte d'Ivoire qui prévoit la possibilité d'extradition des nationaux. Mais on laisse libre choix à l'État requis de juger son national s'il ne veut pas l'extrader. Ça, c'est compris dans une convention. Nous avons signé, c'était en 2014. Jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas encore authentifié ces écoutes. Ce que vous avez entendu, c'est ce que nous aussi on a entendu. Je vous ai dit la dernière fois ici, ça est toujours sous scellé. Lorsque nous aurons les compétences nécessaires pour authentifier, parce que là aussi il y a une procédure à suivre. Si vous faites mal les choses, c'est nul. Ce mandat d'arrêt est lancé sans l'avis du président du Burkina qui, en marge du sommet de l'Union africaine fin janvier, avait indiqué que ce dossier qui empoisonne les relations entre Abidjan et Ouagadougou serait traité par voie diplomate. Allez-y comprendre qu'on a pu lancer les mandats sans informer le président du Faso qui est quand même la première personnalité de ce pays. Dans d'autres pays, ça ne peut pas se comprendre.
qu'un mandat puisse être émis sans que le premier responsable de ce pays ne soit informé. L'exécutif peut opter pour la voie diplomatique, le judiciaire aussi fait son travail, il n'y a pas de problème. Les relations entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, fortement enchevêtrées au plan politique et économique, sont serrées et anciennes. Quelques 3 millions de Burkinabés vivent toujours en Côte d'Ivoire. Le président du Parlement européen, Martin Schulz, a insisté lundi à Tunis sur la nécessité d'une Libye stabilisée, aussi bien pour le Maghreb que pour l'Europe, alors que la Tunisie affiche son inquiétude face au chaos grandissant chez son voisin. Une Libye stabilisée est dans l'intérêt de tous les Maghreb et de toute l'Europe. Les Européens doivent prendre toute la mesure des conséquences économiques, sociales et sécuritaires que l'instabilité en Libye fait peser sur la paix civile et la croissance économique chez vous et chez vos voisins. Les pressions pour la formation du gouvernement d'union en Libye se sont multipliées ces dernières semaines en Occident et en Afrique, où l'on craint particulièrement la montée en puissance du groupe djihadiste État islamique. Le terrorisme djihadiste est un phénomène global. Mais gardons-nous des fausses réponses, car il serait dangereux de tomber dans le piège du tout sécuritaire. La réponse sécuritaire ne pourra être efficace qu'à condition d'être respectueuse des droits fondamentaux et s'inscrire dans une coopération étroite, régionale et à long terme. Martin Schulz, dont la visite en Tunisie durera 3 jours, a par ailleurs salué les acquis démocratiques inscrits dans la nouvelle constitution tunisienne. Il n'a pas manqué de mentionner les fortes inquiétudes économiques, sociales et sécuritaires qui planent sur le pays.